Alors, on est le jeudi 14 janvier 2021. Vous savez peut-être pas qui je suis, donc je me présente rapidement. Je suis Alice Vacchi, je suis business analyst depuis 2008 et également blogueuse et youtubeuse. J'interviens notamment sur le blog bestofbusinessanalyst.fr pour diffuser les bonnes pratiques de notre discipline. Et je suis également membre du conseil d'administration de l'International Institute of Business Analysis, le chapitre français, et ce depuis 2020. Si vous n'êtes pas encore abonné à mon blog, n'hésitez pas, vous recevrez une newsletter toutes les 2 semaines avec plein d'informations sur l'analyse métier, avec des articles, des vidéos, des événements des 15 jours qui suivent la newsletter. Et des informations aussi de formation. En ce moment, j'ai relancé la masterclass pour devenir business analyst en système d'information. Donc, ça peut un peu spammer certains qui n'aiment pas trop les communications commerciales. Je suis désolée, je suis obligée d'informer parce que les 2 sessions de 2020, j'ai eu énormément de retardataires qui ont dépassé la date limite. Donc, cette année, je m'y prends un petit peu différemment. Donc, je m'excuse d'avance pour celles et ceux que ça n'intéresse pas. Mais bon, il faut bien à un moment donné que je puisse communiquer sur la formation que j'ai lancée. Aujourd'hui, donc, je réponds à la question qui m'a été posée par Caroline, mais pas que, mais j'ai repris la sienne, et c'est que j'ai synthétisé sous le titre « Un développeur peut-il devenir business analyst ?» Alors plus précisément, en fait, Caroline, elle s'interrogeait sur la manière dont un profil encore, on va dire, très technique peut se préparer au mieux à une transition vers une mission fonctionnelle. Elle me dit également, Caroline, j'ai conscience que c'est souvent le manque d'expertise métier qui est reproché aux développeurs et je me demande comment il est possible de pallier à cet obstacle. Dans les offres d'embauche, on demande souvent aux candidats d'être spécialistes dans un secteur particulier, par exemple secteur banque, analyse de crédit. Comment, selon vous, peut-on monter en compétence sur de tels sujets en autodidacte? Donc, ce n'est pas évidemment la seule à me poser la question, il y a plusieurs développeurs qui me l'ont déjà posé. Alors, le plan d'aujourd'hui, je vais juste faire un petit rappel, mais j'ai l'impression que je le dis à chaque live, mais bizarrement, en fait, c'est des gens qui découvrent à chaque fois cette notion-là. Je vais expliquer en quoi la business analyse en système d'information est au carrefour entre le métier et l'IT. Je vais faire vraiment assez rapidement. En deuxième partie, je vous pose la question en fait, et puis je vais y répondre. Doit-on être expert métier pour être business analyst en système d'information? En troisième partie, je vais répondre à la première question de Caroline qui était comment développer sa compétence métier. Et après, je vais quand même vous donner des conseils parce qu'elle parle de recrutement, de se faire embaucher. Alors, première chose, déjà juste le constat qu'il y a beaucoup de développeurs ou en tout cas de gens qui ont des rôles techniques, professionnels qui ont des rôles techniques sur des projets de système d'information et ils finissent parfois par se sentir frustrés de ne pas pouvoir davantage discuter avec les utilisateurs métiers. Alors, juste le constat en France, c'est que la politique de beaucoup de sociétés de services informatiques, des ESN, ça consiste en fait à embaucher souvent des ingénieurs à leur sortie d'école. Mais les ingénieurs, bon, ils apprennent l'informatique parmi plein d'autres choses, mais ce n'est pas forcément ça qu'ils ont envie de faire. Sauf que il y en a beaucoup qui ne trouvent pas d'emploi dans la spécialisation qu'ils ont trouvée dans l'ingénierie. Donc, évidemment, au niveau de l'emploi, ils se retrouvent souvent dans les ESN. Ils ont une éducation scientifique, et, en plus de la formation informatique. Mais donc, c'est vrai que ceux que j'ai rencontrés, alors je ne peux pas généraliser, mais ceux que j'ai rencontrés, ils se retrouvent finalement à trouver le premier poste qui est disponible pour les jeunes diplômés. Ce n'est pas forcément leur cœur de métier et leurs envies fondamentales. Donc, ils se retrouvent en tant que développeurs et là, ils commencent leur vie professionnelle de cette manière-là. Souvent, en plus, ils peuvent commencer en tant que développeurs dans la maintenance évolutive et corrective, ce qui n'est pas forcément le plus intéressant sur le long terme. Sur le court terme, c'est très bien, ça permet de rentrer dans le sujet, mais au bout d'un moment, ils s'ennuient un petit peu. Et en fait, il y en a certains qui, assez rapidement ou pas d'ailleurs, ont envie d'avoir une connexion avec les utilisateurs finaux, de comprendre en fait le besoin métier. Et c'est là qu'il y en a certains qui décident de devenir business analyst. Alors le problème évidemment, c'est qu'ils connaissent mal ou pas les problématiques métiers. Comment est-ce qu'ils peuvent faire dans ce cas-là pour en fait passer dans un métier de business analyst qui est une passerelle entre le fonctionnel et la technique, et sans compter qu'ils ne sont pas formés non plus à la discipline de business analyst. Et donc ça, c'est vraiment une problématique très très courante, quoi. Si vous vous retrouvez dedans, vous n'êtes pas tout seul.
Alors, la première chose que je veux repointer du doigt, c'est que la business analyse en système d'information, c'est vraiment une discipline qui est au carrefour de ce qu'on appelle le métier et de ce qu'on appelle l'informatique. Alors, je vais vous définir juste ce que c'est le métier, parce que ça veut tout et rien dire à la fois. Le métier, c'est d'une part l'organisation d'une entreprise, c'est-à-dire par exemple le département achat, la comptabilité, la logistique, les ressources humaines, le marketing, la vente. C'est vraiment des fonctions dans une entreprise qu'on retrouve quasiment partout. Donc ça, c'est la première chose, c'est ce qu'on peut appeler le métier. La deuxième chose qu'on peut appeler le métier, c'est toutes les connaissances sectorielles ou alors les connaissances liées à un produit particulier ou à un service particulier. Connaissances sectorielles, on a le tourisme, l'aéronautique, la publicité, le luxe, l'environnement, les assurances, la banque, les télécoms, etc., etc. Donc tout ça, vous voyez, c'est ce qu'on appelle le métier. Les connaissances les connaissances métiers, qui sont des avantages pour être business analyst en système d'information, et bien en fait, c'est quand vous avez déjà été professionnel soit une organisation d'entreprise, par exemple, vous avez fait une école de commerce. Et alors là, vous n'êtes pas professionnel, mais vous êtes jeune diplômé d'une école de commerce ou une école de management, par exemple. Vous avez appris la compta, le management, les achats, toutes les fonctions d'entreprise. Ça peut être aussi parce que vous avez fait un diplôme, par exemple, dans le tourisme ou dans le luxe. Donc, vous avez déjà la connaissance sectorielle. Et puis, évidemment, si vous avez été professionnel dans ces domaines, vous avez diplôme plus expérience professionnelle. En informatique, qu'est-ce que c'est? Quand on dit que la business analyse en système d'information est au carrefour du métier et de l'informatique. Donc le métier, je vous ai expliqué. L'informatique, c'est vaste, ça aussi, ça veut tout et rien dire à la fois. Mais grosso modo, quand on parle d'informatique, on parle de solutions logicielles, donc d'applications, mais également de systèmes d'information. Donc pas seulement une application toute seule dans son coin, mais également un ensemble en fait d'applications et d'interfaces, donc un système informatique qui communique entre eux. Le contexte au niveau informatique, c'est un contexte qui couvre le cycle de vie d'une solution informatique, c'est-à-dire uniquement à partir du projet, du moment où le projet est lancé, jusqu'à l'obsolescence de la solution et donc à sa mort, et donc en passant par la phase de maintenance. En informatique, puisque c'est un projet de système d'information, on ne parle pas de ce qui est avant-projet. En business analyse, en tout cas dans la masterclass que je vous explique, je vous dis qu'il y a 3 phases. Il y a l'avant-projet, où on réfléchit aux besoins et à la vision stratégique métier et comment l'entreprise est capable d'y faire face par le biais d'un projet. On fait des études d'opportunité, on fait des business cases, etc. Une fois que ça a été validé, on débloque un budget pour faire le projet et le projet est lancé. Et en fait, les projets de système d'information, c'est à partir de là qu'ils commencent. Quasiment, ils ne voient pas ce qui a été fait avant. Toutes les phases avant projet, ils ne le voient pas. Donc, quand vous êtes développeur, vous travaillez soit en mode projet, soit vous travaillez en maintenance évolutive et corrective. Alors, l'informatique, pour revenir à qu'est-ce que ça veut dire l'informatique, toutes les écoles d'ingénieurs et d'informatique, elles ont chacun leur programme, pareil à l'université, donc je ne vais pas tous les reprendre, mais grosso modo, il y a quoi? Il y a des langages de développement. Donc là, il y a plein de langages que vous pouvez apprendre avec tout ce qui est algorithmie. On apprend aussi tout ce qui est architecture physique et logicielle des systèmes d'information, tout ce qui est base de données. La gestion de projets informatiques également est enseignée. La sécurité informatique, les réseaux, certains axes sur la maîtrise de logiciels comme des logiciels de RP ou de business intelligence. Certaines d'autres vont se spécialiser. Donc après, vous allez voir tout ce qui est intelligence artificielle, big data, machine learning. Là aussi, donc, vous avez des masters ou en tout cas des formations qui sont spécialisées dans ces sujets informatiques, qu'on appelle informatique de manière très très large. Donc voilà, quand on dit informatique, c'est ça, on va dire c'est le socle, mais après évidemment il peut y avoir beaucoup plus de modules en fonction de votre formation. Donc quand vous êtes développeur, eh bien souvent vous provenez d'une école d'ingénieur ou en tout cas d'un cursus technique, que ce soit aussi MIAGE, école d'informatique, etc. Bon, je ne connais pas le cursus de tout le monde, mais je pense que vous voyez à peu près de quoi je veux parler. Pour revenir au métier de business analyst en système d'information. Business analyst, ça veut dire quoi? Ça veut dire recommander, définir, mettre en œuvre la meilleure solution de système d'information possible afin de résoudre un problème ou de faire face à un besoin d'évolution exprimé par une organisation. Donc, il faut mettre en œuvre, il faut concevoir la solution, il
faut la mettre en œuvre, c'est-à-dire la développer, la coder, la tester, et après la déployer pour que les utilisateurs se l'approprient, les clients finaux se l'approprient. Ça veut dire qu'un business analyst, il va devoir comprendre la vision stratégique, les besoins métiers, les contraintes internes et externes de l'organisation pour pouvoir la concevoir, cette solution. Et la concevoir, ça veut dire sur papier en fait. C'est voilà, je mets mes idées, je fais des spécifications ou des user stories si vous êtes en agile pour qu'après les développeurs puissent se l'approprier. Le business analyst, donc, il a cette partie connaissance métier, c'est-à-dire vision stratégique, besoins métiers, contraintes internes et externes de l'organisation, mais aussi la connaissance superficielle au minimum du monde technique, c'est-à-dire quelles sont les contraintes technologiques auxquelles il va devoir faire face. Il va devoir comprendre dans quel cadre de gestion de projet informatique il va travailler et il va en fait traduire la vision et les besoins métiers sous une forme compréhensible de manière claire, exhaustive et non ambiguë pour que l'équipe technique, les développeurs, ils puissent développer cette solution technique. Donc vous voyez, business analyst, c'est vraiment au carrefour de ce qu'on appelle le métier et ce qu'on appelle l'informatique. Alors, pour autant, et c'est ma deuxième partie, c'est un sujet récurrent et la question de Caroline est hyper révélatrice de cette ambiguïté qui tourne autour du métier de business analyst. Est-ce qu'on doit être expert métier pour être business analyst? Parce que Caroline parle du métier de la banque ou quelque part dans les annonces pour devenir business analyst en système d'information, on demande en prérequis une compétence métier en banque. Là, je crois que c'était crédit, quelque chose comme ça. Alors, j'ai déjà fait un article dessus. Et on est, je veux dire, dans le monde de la business analyse, des schémas de certification, on est tous d'accord sur le fait que la réponse c'est non. On ne doit pas être expert métier pour être business analyst. Ce qui ne veut pas dire qu'au niveau des recruteurs, c'est pas quelque chose qui est demandé. C'est là que c'est un petit peu compliqué. Alors, juste pour aller dans le sujet, il y a quand même des avantages à avoir une expertise métier. Tout d'abord, parce que ça va faciliter et accélérer votre montée en compétences sur un projet. Ça permet effectivement, je ne sais pas, vous connaissez, on va reprendre l'exemple de la banque, vous connaissez l'écosystème de tout ce qui est bancaire, tout le jargon, les bonnes pratiques, ça va être beaucoup plus facile pour vous de rentrer dans un sujet sans devoir apprendre de A à Z tout le jargon métier, toutes les bonnes pratiques, etc. Par contre, et donc en plus vous connaissez toutes les contraintes externes générales du secteur en fait. Hein. Par contre, il y a quand même vraiment des inconvénients d'avoir une trop grande expertise métier. Alors tout d'abord, la première chose vraiment qui est importante, c'est que ça induit des biais cognitifs chez le business analyst. Biais cognitifs, ça veut dire tout simplement que le business analyst, il va partir avec des croyances, avec son expérience et son expertise métier forte, et il ne va pas se poser forcément les bonnes questions, ni poser les bonnes questions à ses contributeurs, parce que d'emblée, il saura, avec des guillemets, parce qu'en fait, on ne sait pas. chaque mission est différente, chaque client a ses besoins. Donc voilà, c'est le problème d'avoir une trop grande expertise, c'est parce qu'on se rapporte à ce qu'on connaît en fait, sans poser des questions qui peuvent chatouiller. Je dis tout le temps que la meilleure question que doit poser un business analyst, c'est la question pourquoi. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi telle chose? Et en fait, quand on dit pourquoi, souvent on se rend compte que le contributeur en face, il n'y a pas forcément la réponse ou il ne sait pas le formuler. Et c'est en posant ces questions pourquoi qu'on va pouvoir creuser le besoin et être capable en fait de définir la solution informatique. Donc si vous savez déjà tout, entre guillemets, hein, parce que vous êtes expert métier, eh bien il y a des tas de questions que vous n'allez jamais poser parce que vous pensez savoir. Et puis à un moment donné, quand la solution va être présentée aux utilisateurs, ma main a coupé, hein, que l'utilisateur va dire non mais moi c'est pas comme ça que je fonctionne, hein. Nous dans notre service on fait pas ça, on fait pas. Et quand on a voulu dire tel terme de tel jargon, notre jargon, en fait c'est pas ça qu'on voulait dire. Donc attention à cette trop grande expertise qui peut fausser vraiment votre rôle de recueil des besoins. C'est vraiment, enfin je le répète souvent mais c'est super important. Il ne faut pas oublier que ce sont vos contributeurs métiers qui savent. C'est eux qui connaissent leur propre processus métier, c'est eux qui connaissent leurs propres besoins. Et leur organisation, elle a une vision stratégique qui lui est propre. Donc même si vous connaissez la banque, les assurances, c'est très bien, vous allez comprendre le jargon, on va dire commun, les bonnes pratiques communes, mais il ne faut pas que ça vous empêche de poser des questions naïves sans craindre quelque part, parce qu'il y a aussi ce biais-là, on n'aime pas dire qu'on ne sait pas. Et donc quelqu'un qui est recruté, un business analyst qui est recruté parce qu'il a une compétence technique, enfin une compétence métier, il va parfois pas oser poser des questions en se disant ouais mais si je pose la question, on va se dire bah ah ouais t'es censé connaître le sujet, pourquoi tu poses la question?
Alors ça, c'est le truc à pas faire quand on est business analyst, c'est une crainte à pas avoir. Il faut toujours poser des questions, il faut toujours se mettre dans une posture de quelqu'un qui ne connaît pas, un stagiaire, un étudiant, tout ce que vous voulez. C'est la meilleure posture qui soit pour recueillir des besoins. Un autre inconvénient, d'ailleurs, de cette trop grande expertise métier, enfin, c'est pas un inconvénient en fait, c'est un constat. Une solution informatique, elle doit être tout le temps personnalisée aux besoins de l'entreprise. Et toutes les entreprises d'un même secteur, elles n'ont pas les mêmes besoins, elles n'ont pas besoin des mêmes choses. Et une preuve de ce que je vous dis, c'est par exemple les logiciels d'éditeurs, comme les ERP, les outils de BI, les CRM, les PLM. Donc c'est tout ce qui est ce que j'appelle logiciel d'éditeur. Donc ils existent, ils sont logiciels sur étagère. Après, l'entreprise, elle va devoir donc, ils sont développés pour répondre à des besoins sectoriels ou communs à une organisation d'entreprise. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont vendus à un client final, à une organisation, et après on les installe comme on installe Windows et on ne fait rien. C'est pas vrai du tout. Ces logiciels-là, par exemple SAP, qui est un des ERP les plus connus, ils font l'objet d'un projet dans lequel on va comprendre les besoins métiers, la vision métier, et on va tout personnaliser. Et c'est en plus des projets qui souvent coûtent très cher, qui sont très longs. Donc ça démontre bien qu'on a beau avoir des solutions d'éditeurs clés en main qui répondent à des besoins sectoriels, pour autant il faut personnaliser aux besoins de l'entreprise, des utilisateurs et des clients de l'entreprise. Donc c'est vraiment pour vous illustrer le fait que être expert métier, ça peut être aussi un inconvénient quand on l'est trop en fait, hein. Le business analyst, ça aussi j'aime bien le répéter, c'est quelqu'un qui a une capacité comment dire, à apporter une vision extérieure parce qu'il aura pu sortir un peu le nez du guidon et challenger les habitudes et les croyances des utilisateurs métiers et du client et leur détricoter leurs croyances. Par exemple, quand on fait des analyses comparatives, ce qu'on appelle le benchmark, quand on est business analyst, le but c'est d'aller finalement chercher ailleurs, dans d'autres secteurs, ce qui se fait de mieux pour se l'approprier à l'intérieur. Par exemple, vous allez analyser les bonnes pratiques de Google ou d'Apple ou ce que vous voulez pour voir comment ils réussissent dans un domaine particulier pour que votre client il puisse peut-être récupérer ces bonnes pratiques ou ces bons processus et l'adapter à son besoin. Il ne faut pas oublier aussi que parmi les causes d'échec des projets informatiques, il y a une grande cause des échecs, c'est le fait d'oublier la partie optimisation des processus métiers. C'est-à-dire que vous allez être business analyst, on va vous demander de concevoir une solution cible, mais on va vous dire c'est à isopérimètre. Isopérimètre, ça veut dire tu prends ce qui était fait dans l'ancien logiciel et tu refais la même chose dans la nouvelle technologie de ce projet-là. Mais en fait, c'est là qu'il y a des grosses erreurs, c'est que ce qui a été conçu dans l'ancienne solution, il y a peut-être 10 ans, 15 ans, c'était valable avec les besoins de l'époque. Entre-temps, il y a plein de choses qui ont changé. Il y a plein d'évolutions qui ont eu lieu. Et prendre à isopérimètre, ça veut dire récupérer des besoins potentiellement très anciens pour une situation actuelle qui a peut-être beaucoup changé. Donc ça veut dire récupérer des fonctionnalités inutiles, voire erronées dans le temps présent, qui induisent des erreurs, ou récupérer des usines à gaz où on passe beaucoup de temps d'argent pour les reproduire dans la nouvelle technologie, alors qu'en fait elles ne servent plus à rien, voire elles sont nocives. Donc voilà, être expert métier, quand on est business analyst, ça a un point positif pour monter en compétence plus rapidement, mais ça peut être aussi très nocif, entre guillemets, hein. Donc méfiance, méfiance. Le but, c'est vraiment d'avoir une faculté d'adaptation au niveau métier de votre client pour pratiquer en fait la discipline qui est la business analyst partout. Et moi, à titre personnel, j'ai fait plein de secteurs d'activité dans lesquels je ne connaissais rien quand je suis arrivée et des secteurs d'activité qui étaient très complexes comme l'aéronautique. Et je suis arrivée sans connaître au début, donc j'ai dû monter en compétences. J'ai fait voilà, dans le tourisme, dans l'affrètement maritime, dans comment dire, tout ce qui est exploitation autoroutière et j'en passe. Et donc, c'est pas par mon expérience métier que j'ai pu être une bonne business analyst, c'est par ma faculté à m'adapter à chaque fois à un autre secteur. Donc, ça, c'était vraiment important à noter pour un peu déculpabiliser, décomplexer, je pense, tous ceux et toutes celles qui voient les offres d'emploi et qui se disent il faut des experts, quoi. Non, mais je vais vous expliquer que c'est pas si simple quand même au niveau du recrutement. Alors, troisième partie, malgré tout, comment développer sa compétence métier, puisqu'il y a quand même des avantages hein, avoir une certaine expertise métier. Je vais quand même revenir à la question de Caroline, donc, qui parle vraiment de ceux qui sont développeurs. Donc, vous avez été développeur pendant un certain temps, vous voulez devenir business analyst, et donc vos lacunes, ça sera
évidemment côté métier, tout ce qui est processus, organisation stratégique. Et bien entendu, vous aurez des lacunes, puisque vous ne l'aurez pas appris, sur la discipline de business analyst, de comprendre ce que c'est et quelles sont les activités, quels sont les livrables et comment les réaliser. Alors là, en fait, il n'y a pas de mystère. Pour développer sa compétence métier, eh ben, il faut être curieux, mais je dirais pas seulement si vous êtes développeur. Tous les business analystes, ils doivent être curieux et s'auto-former tout au long de leur vie. Alors, première chose, il y a deux points principalement. Il y a tout d'abord l'apprentissage des bonnes pratiques et des contraintes externes à l'organisation, c'est-à-dire ces contraintes qui touchent à son marché, aux fournisseurs, aux clients, aux concurrents, aux réglementations, etc. Vous avez, alors voilà, quand je parlais de mon expérience dans l'aéronautique, si vous avez un projet de système d'information chez un fabricant dans l'aéronautique, eh ben, vous allez vous renseigner. Vous avez Google, vous allez regarder dans mots-clés aéronautique, tout ce qui existe. Vous allez regarder un petit peu le vocabulaire. Vous allez aller sur le site de l'EASA pour comprendre le jargon, les contraintes réglementaires. Si vous devez travailler dans un secteur de, voilà, je reprends mon expérience, l'affrètement maritime, ou si vous êtes dans le trading ou les assurances, c'est pareil. Renseignez-vous déjà sur les bonnes pratiques et les contraintes externes de l'organisation, mais de manière curieuse. Voilà, comme si vous voulez apprendre quelque chose sans chercher à être expert, juste pour vous imprégner du marché, voilà, du marché du secteur en fait. Si c'est une organisation d'entreprise, par exemple les achats ou la compta, et ben voilà, maintenant on a de la chance avec Internet, on trouve tout. Donc imprégnez-vous un petit peu de tout ça. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de poser des questions pertinentes en entretien. Ça va vous permettre aussi de démontrer votre intérêt, le fait que vous êtes proactif, que vous n'êtes pas arrivé les mains dans les poches à l'entretien. Et puis, je le dis aussi souvent, celui qui pose les questions en entretien, c'est lui qui détient le pouvoir. En d'autres termes, si vous êtes candidat, vous êtes face à un recruteur qui forcément va vous poser plein de questions sur votre CV, pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre, etc. Si vous vous contentez de répondre, vous n'êtes pas en position de force. Il faut inverser la tendance. Donc, il faut qu'à un moment donné, vous posiez les questions. Alors voilà, j'ai vu sur votre site internet que votre entreprise, si ça travaillait dans tel secteur. Je me suis renseignée puisque vous comprenez, moi effectivement vous avez pu voir sur mon CV, je ne connais pas ce secteur, mais ça m'intéresse. Donc je suis allée un petit peu regarder et j'ai vu que ça parlait de, voilà, votre secteur d'activité couvrait tel ou tel produit. Est-ce que vous pouvez juste me préciser le projet de système d'information sur lequel vous aimeriez que j'intervienne? Il intervient plutôt dans quel domaine métier? Vous voyez, le fait de poser des questions, ça va forcer en fait en face de vous le recruteur, le chef de projet à y répondre, et c'est lui qui se trouve en position d'expliquer et non pas de poser des questions. Et ça change vraiment la donne. Alors soyez pas non plus inquisiteur, hein. Le but c'est de montrer que vous êtes intéressé, que vous êtes motivé et que vous êtes suffisamment motivé pour avoir passé du temps avant pour apprendre les bonnes pratiques et les contraintes externes de l'organisation. Donc aller un peu plus loin que juste connaître l'entreprise, hein. Aller vraiment sur toute la partie compréhension sectorielle. En plus, ça va vous donner des billes après pour comprendre tout simplement le jargon métier quand vous serez embauché, si vous êtes embauché. Deuxième manière de développer votre compétence métier, et bien là en fait, c'est une fois que vous êtes sur le projet et pas avant. C'est en fin de compte, il faut dédramatiser parce que ça fait partie de ce qu'on appelle l'onboarding de tout nouveau collaborateur. Un nouveau collaborateur, on va commencer par lui expliquer le b.a.-ba, que ce soit de l'activité, du département dans lequel il atterrit, etc. Il faut dédramatiser. Un recruteur, il n'attend pas de vous que vous ayez la science infuse et que vous connaissiez déjà tout par cœur. Et si c'est le cas, vous n'avez rien à faire là-bas. Vous n'allez pas forcément partir sur des bonnes bases avec, mais il ne faut pas hésiter à dire, écoutez, voilà, moi, j'ai besoin de rentrer un petit peu dans votre activité. Et je resitue sur mon expérience, c'est ce que je fais quand je commence une nouvelle mission. Je dis, ok, je ne vais pas commencer le jour J+1 à écrire des spécifications fonctionnelles détaillées. Non, je serais incapable de le faire. Donc, je conviens avec mes clients d'un temps de monter en compétences pour tout simplement comprendre les processus métiers, comprendre leurs contraintes internes de l'organisation, comment ils mesurent leur performance, quels sont les rôles et responsabilités en interne, tout simplement le vocabulaire. Et quand j'ai commencé chez mes clients, il n'y a aucun problème, voilà, à poser des questions naïves, entre guillemets. Il n'y a pas de questions bêtes, c'est normal, c'est un processus normal. Donc une montée en compétence au niveau métier passe aussi par cette phase-là qui est commune à tous les collaborateurs et toutes les personnes qui débutent sur une mission ou
sur un poste dans une entreprise qu'ils ne connaissent pas ou un secteur d'activité qu'ils ne connaissent pas. Donc dédramatiser un petit peu. Alors mes conseils, puisque je reprends la vraie question de Caroline, qui est finalement comment convaincre un recruteur de vous faire confiance alors qu'il a marqué qu'il faut être business analyst avec des compétences métiers en banque, assurance, etc. Alors, juste un constat, la première chose, c'est qu'il y a effectivement des secteurs d'activité assez fermés. Et elle parle de banque, Caroline, c'est les secteurs banque, assurance, télécom sont typiquement des secteurs d'activité assez fermés où, alors par croyance, par habitude, par je ne sais pas quoi, on pense qu'il faut connaître, enfin le recruteur et le chef de projet, il faut connaître ce secteur d'activité pour pouvoir être un collaborateur efficace. D'expérience, puisque je vous ai dit, j'ai fait plein de projets différents, en tant que business analyst en système d'information, il n'y a pas de secteur d'activité, de métier qui soit différent des autres en termes de montée en compétences. Il y a des complexités partout. C'est pas parce que vous travaillez sur un produit de grande consommation qui est donc familier, parce que peut-être que je sais pas, vous allez travailler chez Leclerc ou je sais pas quoi, vous avez l'habitude des supermarchés parce que vous faites vos courses. C'est pas parce que c'est quelque chose qui vous est familier que c'est moins complexe que je sais pas, les banques ou les assurances. Pourtant c'est familier, banque assurance quoi. Alors effectivement, si vous avez un diplôme comptable, etc., il y a du jargon qui sera plus facile à appréhender, mais n'oubliez pas que vous êtes business analyst en système d'information. Vous n'êtes pas business analyst gouvernance ou business analyst métier. Ça, c'est les deux autres catégories de business analyst dont je parle assez fréquemment. Donc, si ça ne vous est pas très familier, allez regarder mes autres vidéos dans lesquelles j'explique ces différences-là. Mais business analyst en système d'information, lui, son objectif, c'est de traduire des besoins dans une solution informatique. Donc, on ne lui demande pas d'être expert métier, je vous l'ai dit tout à l'heure. On lui demande d'avoir un vernis et donc de rentrer un petit peu dans le métier au fur et à mesure. Et on va lui demander de même d'avoir un vernis informatique et non pas d'être un développeur. Donc, pour inciter un recruteur à vous faire confiance quand vous êtes développeur et que vous n'avez pas d'expérience métier, alors première chose, ne ciblez pas les secteurs fermés dont je vous ai parlé. Effectivement, quand c'est marqué en noir sur blanc qu'il faut avoir une compétence banque, crédit, tout ça, essayez d'éviter ces offres d'emploi parce que clairement, le recruteur en face, il a des attentes hein, et même si elles sont erronées, à mon sens, hein, je pense que c'est des attentes old school quoi, hein, qui n'ont pas lieu d'être et qui font... Voilà, c'est une caste un petit peu, hein, tous ces secteurs-là. Quand vous êtes totalement débutant, évitez ces secteurs un peu fermés. Par contre, ayez confiance aussi en vos capacités personnelles, c'est-à-dire que vous devez non pas mettre en avant votre expérience métier, puisque vous n'en avez pas encore, mais c'est votre potentiel qui doit être mis en avant. Et donc, quand vous êtes business analyst, de toute manière, vous avez des compétences inter- et intrapersonnelles fortes à mettre en avant, c'est-à-dire, évidemment, vous devez inspirer confiance. Si vous n'inspirez pas confiance, imaginez le recruteur, il va se dire, face à des contributeurs métiers, il ne va pas savoir le faire. Donc forcément déjà, votre première impression face au recruteur, elle doit inspirer confiance. Vous devez montrer votre curiosité, j'en ai parlé, en montrant que vous avez un petit peu cherché des informations avant, votre ouverture d'esprit, votre écoute et votre communication. Donc ça, c'est votre potentiel en tant que business analyst. Quand vous n'avez aucune compétence métier, déjà, ça, mettez-le en avant. Ça démontre quoi? Ça démontre que vous avez un potentiel d'apprentissage et une motivation qui vous feront dépasser éventuellement cette barrière de la méconnaissance métier. Donc, ayez confiance en vos capacités personnelles. Si vous n'avez déjà pas confiance en vous, c'est vrai que ça va vous poser peut-être des problèmes dans le recrutement. Ça, c'est classique, on va dire, hein, pour tout ce qui est recrutement, quel que soit le métier. Alors, comment faire concrètement? Déjà, aussi, un autre prérequis, c'est le niveau de diplôme. Si vous êtes développeur, mais que vous n'avez pas un minimum Bac plus 4, Bac plus 5, ça va être compliqué. Malheureusement, c'est la grille d'embauche. C'est souvent pour un business analyst francophone, c'est Bac plus 4, Bac plus 5, pardon. Commencez également à chercher des missions ou des postes dans des secteurs où vous avez déjà travaillé en tant que développeur. Si vous avez travaillé, je ne sais pas moi, dans n'importe quel secteur, moi je vais reparler de l'aéronautique, ou si vous avez parlé dans les télécoms, même si vous avez été développeur et que vous n'avez pas vu vraiment les besoins métiers de près, cherchez peut-être plutôt des missions ou des postes dans le même secteur. Si vous avez travaillé dans la business intelligence pour des comptables, ça vous faisiez,
je ne sais pas, vous travaillez sur une partie base de données, mais derrière, vous saviez que c'était des données comptables. Eh bien, mettez en avant que vous connaissez quand même un minimum ces domaines métiers. Ça, c'est un atout, même si c'était en tant que développeur et pas business analyst. Du coup, c'est vrai que je conseille aussi souvent le métier, le rôle de technico-fonctionnel, business analyst, donc technico-fonctionnel pour commencer quand on est développeur. Parce que c'est, comme le titre l'indique, c'est technico-fonctionnel. On va vous demander de paramétrer, configurer des solutions informatiques. On va vous demander de bien comprendre tout ce qui est architecture des systèmes d'information, de tout ce qui est bien, tout ce qui est SQL, enfin des langages basiques que j'incite aussi les business analysts métiers à apprendre, en tout cas avoir un vernis. Donc en fait, ces postes de business analyst technico-fonctionnels qui sont encore une fois des rôles sur des projets de business intelligence, de RP, de PLM, de CRM, et ben, ça peut être une bonne passerelle pour aussi passer côté business analyst. Également, il faut que vous regardiez le processus de la business analyse. Donc celles et ceux qui étaient au webinaire que j'ai fait mardi dernier, ils voient de quoi je veux parler. J'ai expliqué en fait tout le processus de l'analyse métier avec toutes les activités de A à Z, hein, depuis le pré-projet jusqu'à l'obsolescence de la solution. Et il y a plein d'activités, que ce soit études d'opportunité, business case pour l'avant-projet. Après, pendant le projet, vous avez tout ce qui est analyse, tout ce qui est recommandation de solutions, tout ce qui est conception fonctionnelle générale et détaillée, tout ce qui est stratégie de test, conception des tests fonctionnels et métiers, réalisation des tests métiers, acceptance utilisateur, formation utilisateur. Et en fait, toutes ces activités, il y en a certaines qui sont beaucoup plus techniques que d'autres. C'est celles qui sont évidemment orientées solutions. Donc, visez d'abord les postes de business analyst où c'est marqué clairement qu'on va vous demander de faire des tests, par exemple. Parce que ça, en tant que développeur, vous savez ce que c'est un test. Si c'est marqué spécification fonctionnelle détaillée, c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire en commençant parce que c'est orienté solution. Vous allez, à contrario, éviter les activités en amont de projet qui sont très orientées métier, très orientées vision stratégique, très au contact peut-être des managers parce que vous serez peut-être moins à l'aise là-dessus. Donc pour commencer, voilà, visez les activités d'analyse métier qui sont plus techniques et orientées solution. Ensuite, pendant l'entretien, vous allez, comme je vous ai dit, démontrer votre approche aussi pour monter en compétences. Tout ce que je vous ai expliqué juste avant sur les avantages et inconvénients d'être expert métier, n'hésitez pas à dire, écoutez, je comprends très bien que vous recherchiez quelqu'un qui soit expert dans tel secteur. En ce qui me concerne, il n'y a pas de problème, je suis quelqu'un de très curieux, je pose facilement des questions, je m'auto-forme tout seul, etc. Donc vraiment, moi, ça ne me pose aucun problème. Au contraire, j'adore ça. Je trouve que c'est ça qui est passionnant quand on est business analyst, c'est de pouvoir découvrir plein de secteurs différents. Déjà, voilà, inspirer confiance sur le fait que vous pouvez monter en compétences sur côté métier. Et de toute manière, sachez que si vous êtes convié en entretien, malgré le fait que vous, par exemple, n'êtes pas expert en banque assurance, c'est que ça intéresse un minimum le recruteur pour qu'il mobilise de son temps. Donc après, c'est à vous de donner confiance. Hein. Ensuite, si vous avez travaillé en tant que développeur agile dans une équipe agile, il y a de fortes chances que vous ayez à un moment donné fait des user stories ou en tout cas que vous ayez recueilli les besoins utilisateurs, même de manière maladroite, même sans être formé, tout simplement parce que par exemple les utilisateurs étaient à côté de vous quand vous leur faisiez une démonstration. Donc mettez en avant que vous avez déjà fait par exemple cette activité de recueil des besoins. Peut-être que vous les avez aussi formés dans les équipes agiles. Il n'y a pas de rôle de business analyst, même si l'analyse métier existe. Et donc, un développeur peut être amené à faire de l'analyse métier sans s'en rendre compte parfois. Donc, réfléchissez un peu à votre expérience et comment vous pouvez utiliser certaines activités que vous avez eues en tant que développeur et les mettre en avant. Pour finir, forcément, je ne peux pas ne pas le dire, hein, le mieux c'est de se former, de se certifier. Donc, les certifications, j'en ai parlé, il y a d'autres vidéos sur le sujet, donc n'hésitez pas à regarder sur ma chaîne YouTube. Et en ce qui concerne les formations, là aussi je dis qu'il y en a très très peu. Donc, soit il y a des formations continues, je crois qu'au jour d'aujourd'hui en France, il doit y avoir 3 écoles qui en proposent, pas plus, c'est très très rare. C'est des formations initiales, pas continues, pardon. Donc là, il faut du temps. Si vous n'avez pas ce temps-là, c'est vrai que c'est plus compliqué. Et en termes de formation continue, il y en a encore très très peu, à part la mienne, la masterclass que j'ai relancée en janvier. Donc, si vous pouvez,
formez-vous parce que là, ça va vous donner un avantage, mais alors gigantesque par rapport à tous les autres, sachant que 99% des business analysts ne sont pas formés. Je ne parle pas des business analysts issus de la technique, je parle de manière générale, ce qui vous donnera donc un avantage considérable. Je vais regarder vos questions si vous en avez. Alors, tu me dis, c'est quoi le rôle d'un business analyst dans une équipe Agile Scrum? Je vais t'inviter à regarder mes vidéos parce que j'en ai fait. J'explique justement la place du business analyst dans une équipe Agile et j'ai aussi fait des articles. Donc, tu regardes sur mon blog avec les mots-clés Agile, tu trouveras toutes les informations. C'est beaucoup trop long. Effectivement, il n'y a pas de rôle officiel. Donc, un business analyst, il peut endosser une casquette officieuse. Il peut être product owner s'il est décisionnaire, mais bien souvent, il n'est pas décisionnaire. Donc, il va avoir beaucoup d'autres rôles et responsabilités que j'aborde dans mes vidéos et mes articles. Je suis désolée, là, je ne te répondrai pas encore une fois. C'est l'affaire de beaucoup plus de temps. Quel diagramme utiliser pour modéliser les interactions entre les systèmes et logiciels dans l'entreprise? Moi, j'utilise... alors là aussi, il faudrait regarder d'autres vidéos. Pour la modélisation, quand on est business analyst, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui, hein, mais on utilise UML, que vous connaissez, vous, si vous êtes développeur, et on utilise BPMN. Donc, c'est vraiment les deux systèmes de notation, de modélisation à connaître. Là aussi, j'ai fait, dans la masterclass, il y a tout un module qui explique ça, en fait, hein, quel diagramme utiliser. Donc là encore, je suis désolée, c'est trop long. Mais moi, j'utilise particulièrement les use cases, enfin les cas d'utilisation, le diagramme de cas d'utilisation. Après, il y a les diagrammes d'activité, de séquences, de composants, un petit peu moins. Mais essentiellement, use case et diagramme d'activité et de séquences. Voilà, ces trois-là, c'est le business analyst qui l'utilise en UML. Et après, il y a toute la partie BPMN, qui est l'autre système de notation qui est plus orienté métier, qui est plus récente, on va dire. J'espère que je vous ai éclairé. Si vous êtes développeur, vous souhaitez devenir business analyst, que vous avez les cartes en main et que je vous ai donné un peu confiance sur le fait que vous pouvez devenir business analyst. D'ailleurs, il y en a plein qui le sont devenus, donc pourquoi pas vous, il n'y a pas de raison. Je vais écoutez, vous dire à jeudi prochain, même lieu, même heure. Je répondrai à la question de Bachitar qui me demande s'il y a une différence entre business case et business plan, des notions qu'on utilise quand on est business analyst. Si vous avez des questions, n'oubliez surtout pas de m'envoyer des mails parce qu'il y a des fois, j'en ai pas assez de questions, en tout cas de nouvelles questions que je n'ai pas abordées avant. Donc envoyez-moi un petit message alice@bestofbusinessanalyst.fr ou par Messenger ou dans les commentaires tout simplement et je vous ferai un live pour répondre à votre question. Et puis à bientôt pour un nouveau Facebook Live. Ciao tout le monde et merci de liker et partager aussi, je le dis parce que c'est important. Ciao tout le monde.